Sur le front de l'Est, à la fin de l'année 1943, ce sont les 2 tiers des territoires occupés qui ont été repris par l'armée rouge. Mais les Allemands sont toujours présents en Biélorussie et dans les États baltes, et ils assiègent toujours Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg. Leningrad, la 2e ville d'Union soviétique, le symbole de la révolution bolchevique. Un siège qui dure depuis septembre 1941 et où l'évacuation des civils a été insuffisante. Car au moment de l'encerclement de la ville, il reste encore près de 3 millions d'habitants, dont 400 000 enfants, qu'il faut bien pouvoir nourrir. En outre, il n'y a plus d'électricité ni de chauffage, alors qu'au cours de l'hiver 1941-1942, la température descend en dessous de 40 degrés sous zéro. Le ravitaillement de Leningrad est assuré par la seule voie maritime encore disponible à travers le lac Ladoga, lequel, gelé en hiver, est alors traversé d'abord par des convois de traîneaux, puis à partir de décembre 1942, par des véhicules à moteur sous les bombardements incessants de la Luftwaffe. La voie sert aussi à poursuivre l'évacuation des civils, mais cela reste insuffisant et n'empêche pas la famine de faire des ravages. En janvier 1942, ce sont près de 4000 civils qui meurent de faim chaque jour. Des actes de cannibalisme sont même commis, et on estimera, lors du procès de Nuremberg, à 632 000 habitants le nombre de morts causés par la famine. En 1943, Leningrad est devenue une ville fantôme, qui ne compte plus que 650 000 habitants, civils et militaires. Mais son siège va bientôt prendre fin. En effet, depuis septembre 1943, les généraux soviétiques Kirill Meretskov pour le front de Volkhov et Leonid Govorov pour le front de Leningrad préparent le désencerclement de la ville en s'assurant une suprématie humaine et matérielle sur les Allemands. 375 000 combattants contre 168 000, 14 300 pièces d'artillerie contre 4 500, 1200 chars contre 200 seulement. En outre, les Allemands doivent consacrer des effectifs importants pour sécuriser leurs arrières, harcelés par les dizaines de milliers de partisans solidement établis dans les forêts de Biélorussie, où ils sont 153 000 à la fin d'année 1943, et en Ukraine septentrionale, où, à la même date, ils sont plus de 150 000, et qui assaillent sans cesse leurs convois militaires et leurs voies de communication. Parmi eux, un certain Yuri Andropov, qui deviendra un des derniers secrétaires généraux du Parti communiste d'Union soviétique, du 12 novembre 1982 au 9 février 1984. La répression est sanglante et fera des centaines de milliers de morts. Des villages entiers sont brûlés en représailles. Cette tâche est souvent confiée aux alliés de l'Allemagne, notamment dans la région de Briansk, à 347 km au sud-ouest de Moscou, aux quelques 6 000 hommes de la Légion volontaire des Français contre le bolchevisme, organisme créé le 8 juillet 1941, et dont les hommes, après avoir prêté serment à Hitler, combattent sous l'uniforme allemand. Cette légion sera dissoute le 1er septembre 1944, et ces 1200 survivants poursuivront le combat au sein de la 33e division SS Charlemagne de la Waffen-SS, branche militaire de la SS. C'est le 14 janvier 1944 que commence l'offensive soviétique pour briser le siège de Leningrad. L'artillerie et la flotte de la Baltique ne lanceront pas moins de 220 000 obus la première journée. Et le 25 janvier, les troupes de Govorov et de Meretskov font leur jonction, désenclavant enfin Leningrad
après un siège de 879 jours, le plus long de l'histoire moderne. La ville a reçu en 1965 le titre de ville-héros de l'URSS, tandis que les généraux Govorov et Merezkov sont décorés de l'ordre de Souvorov de première classe, l'une des plus hautes récompenses militaires de l'Union soviétique. Au mois de mars 1944, les Allemands sont ainsi repoussés à plus de 300 km de la ville jusqu'à la frontière estonienne. Mais le bilan est des plus lourds. Famine, froid et bombardements ont fait 920 000 victimes civiles. Et avant de faire retraite, les Allemands ont pillé et détruit non seulement les palais impériaux tels que le palais Catherine à Pouchkine ou le Peterhof, mais aussi églises, bâtiments, usines. La Finlande, alliée de facto de l'Allemagne, n'était entrée en guerre en 1941 aux côtés du Reich, dans ce que le pays appellera la guerre de continuation, que pour récupérer les territoires qu'elle avait perdus en 1940 dans sa précédente guerre contre l'Union soviétique, dite la guerre d'hiver, dont je vous ai parlé à l'épisode 3. Une fois ces territoires repris aux soviétiques, l'armée finlandaise avait mis fin à son offensive dès le mois de décembre 1941 et était restée depuis lors passive face à l'armée rouge. Après le désenclavement de Leningrad et la fin du siège, la Finlande a alors commencé à entamer des négociations d'armistice avec l'Union soviétique, lesquelles aboutiront le 19 septembre 1944 au prix de la perte d'environ 15% de son territoire et d'une indemnité de 300 millions de dollars. Mais le pays parviendra à conserver son indépendance au moment de la signature du traité de Paris, le 10 février 1947. En Ukraine, l'offensive soviétique coordonnée par les maréchaux Georgi Yukov et Alexandre Vassilevski a débuté le 24 décembre 1943. En phase 2, le maréchal Erich von Manstein, faute de pouvoir recevoir des renforts, demande à Hitler le 27 décembre l'autorisation de battre en retraite. Mais celui-ci s'y oppose, toujours obstiné dans sa stratégie de ne pas céder un pouce de terrain et persuadé que l'armée rouge est à bout de souffle. Néanmoins, pour éviter de devoir défendre chaque position de façon statique au risque d'une rupture complète du front, von Manstein va choisir de pratiquer la tactique dite de la défense élastique, en retraitant en bon ordre et en procédant à des contre-attaques lorsque les lignes de ravitaillement soviétiques sont trop étirées. Cette tactique permet de conserver un front cohérent. Mais malgré tout, von Manstein ne peut s'opposer à l'avancée irrésistible des soviétiques qui, au mois de janvier 1944, s'approchent maintenant de l'ancienne frontière polonaise. Dans leur retraite, les Allemands pratiquent la politique de la terre brûlée, en incendiant villages et récoltes, en détruisant les matériels, en procédant à des déportations massives de population en Allemagne. Et les soldats de l'armée rouge, en progressant, retrouvent leur pays dévasté. Ils découvrent également l'ampleur des crimes commis par les Allemands, l'extermination des Juifs et des Tziganes, mais aussi des communistes et des opposants, les représailles contre les villages suspectés d'aider les partisans. Il y a eu dans les territoires occupés à l'Est des centaines d'Oradour-sur-Glane, ce village français martyr dont j'ai parlé à l'épisode précédent. Ces soldats n'auront pas oublié ce qu'ils ont vu lorsqu'ils pénétreront sur le territoire du Reich. Fin février 1944, le Dniepr est désormais à l'abri de toute menace allemande et les soviétiques se rapprochent des montagnes des Carpates. L'état-major allemand espère cependant qu'avec la fonte des neiges et la période de la Rasputitsa, l'offensive soviétique marquera le pas. Mais il n'en est rien. Et à partir du 4 mars 1944, ce ne sont pas moins de 5 offensives qui sont lancées depuis le Pripet jusqu'à la mer Noire, permettant de couper les lignes de ravitaillement
puis d'encercler le 28 mars toute la première Panzer armée dans la ville de Kamianets-Podilskyi, aujourd'hui en Ukraine. Von Manstein permettra à cette première Panzer armée de rompre l'encerclement en organisant son évacuation vers l'ouest, et non pas vers le sud comme le pensaient les soviétiques, et en reformant ensuite le front avec la 4e Panzer armée. Mais il n'en sera pas remercié pour autant par Hitler, qui décide le 30 mars de le relever de ses fonctions au motif, je cite, que l'opération des opérations de grand style était révolue sur le front oriental et qu'il n'avait plus de mission pour lui, n'ayant besoin que d'hommes qui résistent sur place. À la mi-avril 1944, toute l'Ukraine est libérée et la frontière roumaine de 1940 est atteinte par l'armée rouge. Néanmoins, celle-ci connaît des difficultés de ravitaillement après avoir parcouru plusieurs centaines de kilomètres dans une région dévastée où les ponts et les voies de communication ont été détruits ou sévèrement endommagés par les Allemands dans leur retraite. Le front va donc momentanément se stabiliser, sauf en Crimée, où le général allemand Erwin Jannecke se trouve désormais isolé avec 180 000 hommes, dont la moitié de soldats roumains. L'offensive soviétique en Crimée, menée par le maréchal Andreï Eremenko avec 470 000 hommes, débute le 8 avril devant Sébastopol et déborde rapidement le dispositif défensif allemand. Le général Jannecke estime que la seule solution est d'évacuer la ville. Mais il se heurte lui aussi au refus d'Hitler, qui le relève de son commandement, avant finalement d'autoriser le repli le 8 mai. Mais il est bien tard, et la ville est prise dès le lendemain, toute résistance allemande en Crimée prenant fin le 12 mai. Les Allemands n'auront réussi qu'à évacuer 39 000 hommes par la mer en direction du port roumain de Constanța, sous les attaques des bombardiers soviétiques, qui envoient vers le fond plusieurs navires, causant la mort de 10 000 hommes. À l'ouest, en juin 1944, les Alliés ont débarqué en Normandie et Rome, la capitale italienne, a été prise le 4 juin. Staline a enfin son second front qu'il réclame depuis 1941. Et conformément aux engagements pris à la conférence de Téhéran le 1er décembre 1943, il lance le 22 juin 1944, soit 3 ans jour pour jour après Barbarossa, l'opération Bagration, du nom du général russe tué à la bataille de la Moskova en 1812, pour libérer la Biélorussie, mais aussi pour récupérer les territoires polonais jusqu'à la ligne Curzon de 1919, qui correspond plus ou moins à la frontière polonaise actuelle avec la Lituanie, la Biélorussie et l'Ukraine. L'offensive est coordonnée par les maréchaux Alexandre Vassilevski et Georgi Yukov, et ce sont plus de 1 800 000 hommes, 24 000 pièces d'artillerie, 4 080 blindés et 6 334 avions, qui, sur un front de 700 km, se lancent à l'assaut face aux Allemands, qui ne peuvent leur opposer que 800 000 hommes, 9 700 canons, 553 blindés et 839 avions. C'est d'abord un puissant barrage d'artillerie qui, pendant 3 heures, s'abat sur les 2 premières lignes de défense allemandes, tandis que les partisans harcèlent la Wehrmacht sur ses arrières. Le front est rapidement percé, et le groupe d'armées centre qui a reçu l'assaut a été littéralement pulvérisé. Le maréchal Ernst Busch, qui commandait ce groupe d'armées, souhaitait raccourcir la ligne de front en se repliant sur des positions fortifiées. Mais il s'est heurté au refus obstiné d'Hitler d'accepter toute retraite. Discipliné, Busch va ainsi faire retrancher ses hommes dans les principales villes, espérant pouvoir contenir les soviétiques en les contraignant à y immobiliser leurs forces. Mais rien ne peut contenir la marée soviétique. Et fin juin, les villes biélorusses de Vitebsk et de Bobruisk sont libérées,
tandis que la Divna et la Bérésina sont atteintes, et que Minsk, la capitale de la Biélorussie, est libérée le 3 juillet 1944. Bien que n'ayant fait qu'obéir à ses ordres, le Führer considère néanmoins Bush seul responsable de la débâcle de son groupe d'armée. Et dès le 28 juin 1944, il le remplace par le maréchal Walter Model. Mais il n'y a plus de groupe d'armée centre. Et c'est une gigantesque brèche qui est ainsi ouverte. Model tente lui aussi de recourir à la défense élastique, en espérant établir une ligne de défense à l'ouest de Minsk, mais il ne peut contenir la poussée soviétique. À la mi-juillet 1944, toute la Biélorussie est libérée, et les 3 États baltes sont conquis tour à tour. La Lituanie a été reprise dès la mi-juillet. Tallinn, la capitale de l'Estonie, est occupée le 22 septembre. Et la capitale de la Lettonie, Riga, le 15 octobre. Tandis que 200 000 hommes des forces de l'Axe, dont la 19e division lettonne de la Waffen-SS, se replient dans la péninsule Courlande, où ils se retrouvent encerclés avec 250 000 civils lettons fuyant l'avant soviétique. Le groupe d'armée nord a disparu à son tour. Les États baltes connaissent un exode massif de leur population. Ainsi, l'Estonie perd 20% de sa population. La Lettonie 25%. Et la Lituanie 30%. Ces pays redeviennent aussitôt des républiques socialistes soviétiques et ne retrouveront leur indépendance qu'en 1991. En 5 semaines, l'armée rouge a avancé de 700 km et pénètre dès ce même mois de juillet en Pologne, prenant Lublin le 23 juillet et Brest-Litovsk le 28. La libération du camp de Lublin-Majdanek, où ont été exterminés des centaines de milliers de déportés, dont au moins 50 000 juifs, révèle au grand jour l'horreur du système concentrationnaire que je vous ai relaté à l'épisode 17. La Vistule est atteinte fin juillet, et Varsovie, la capitale polonaise, n'est plus qu'à une vingtaine de kilomètres. Ses habitants peuvent même entendre la canonnade. Le 29 juillet, Radio Moscou et le poste de Kosciuszko lancent en polonais des appels à l'insurrection dans la capitale, et la résistance polonaise, l'Armia Krajowa, déclenche le 1er août l'insurrection de Varsovie. Mais le chef de cette armée de l'intérieur, le général Tadeusz Komorowski, dépend du gouvernement polonais en exil à Londres. Or, depuis avril 1943, Moscou a rompu ses relations diplomatiques avec ce gouvernement polonais et le 21 juillet 1944, Staline a installé à Lublin un comité polonais de libération nationale sous obédience soviétique. Komorowski dispose d'environ 380 000 combattants, dont 4 000 femmes, mais seulement le quart d'entre eux dispose d'un fusil ou d'un pistolet mitrailleur avec à peine 8 jours de munitions. Malgré cela, les Polonais remportent d'abord quelques succès. Toutefois, l'armée rouge ne va pas franchir la Vistule pour soutenir l'insurrection. Et son aviation ne se manifeste pas. Pire encore, tandis qu'Hitler se dépêche d'envoyer des renforts, Staline s'oppose à ce que les avions anglais ou américains, qui pourraient parachuter armes et munitions, mais qui doivent décoller d'Italie à 1500 km de distance, puissent se poser ensuite en territoire soviétique. Car, dit le diplomate soviétique Andreï Vyshinsky, je cite, « Le gouvernement soviétique ne désire s'associer ni directement ni indirectement à l'aventure de Varsovie. » Mais alors, pourquoi avoir appelé les Varsoviens à l'insurrection? Si Churchill s'insurge, en revanche, Roosevelt se tait, car il veut privilégier l'entente soviéto-américaine à l'approche de l'élection présidentielle,
pour laquelle il se représente pour la 4e fois. Les insurgés de Varsovie se retrouvent donc livrés à eux-mêmes et finissent par être submergés. Le combat est trop inégal et cesse le 30 septembre au prix de 15 000 morts parmi les combattants et de 150 000 à 200 000 morts dans la population. Les soviétiques ne reprendront leur offensive qu'à partir de janvier 1945, et ce n'est que le 17 janvier qu'ils pénétreront dans la ville, quasiment déserte et détruite à 85%. L'avancée inexorable de l'armée rouge commence à inquiéter les alliés de l'Allemagne. Depuis le 1er mars 1920, la Hongrie est officiellement une monarchie sans roi, sous la régence d'un amiral sans marine, Miklós Horthy. Sans être tout à fait de nature fasciste, le régime n'en est pas moins une semi-dictature antidémocratique dominée par l'aristocratie. Le pays s'est aligné sur la politique du Troisième Reich depuis l'Anschluss en mars 1938, notamment en aggravant les lois antisémites en vigueur depuis septembre 1920. Le pays espère ainsi retrouver, avec le soutien de l'Allemagne, les territoires qu'elle a perdus après la Première Guerre mondiale. C'est ainsi que le dépeçage de la Tchécoslovaquie lui permet de récupérer la Ruthénie subcarpatique en mars 1939. Et à l'été 1940, la Transylvanie du Nord dépend cette fois de la Roumanie. En avril 1941, le pays a intégré l'Axe, annexant le même mois les régions yougoslaves de Barania et de Bačka, avant de participer aux côtés de l'Allemagne le 27 juin 1941 à l'invasion de l'Union soviétique. Mais la défaite de Stalingrad a coûté 120 000 hommes à la Hongrie. La guerre est impopulaire dans le pays et début 1944, le gouvernement hongrois tente d'entrer en contact avec les Alliés. Mais Hitler a pris les devants et a ordonné le 19 mars 1944, contre la volonté de l'amiral Horthy, de faire occuper le pays par la Wehrmacht. Le pouvoir réel passe alors aux mains des Allemands, qui prévoient à partir du mois de mai de déporter à Auschwitz plus de 430 000 juifs, malgré l'opposition de Horthy, lequel décide au mois d'août de dissoudre le gouvernement et d'entamer des négociations avec les soviétiques. Mais Hitler l'apprend et envoie Otto Skorzeny, le militaire qui avait libéré Mussolini l'année précédente, avec un commando pour s'emparer le 15 octobre 1944 de Horthy et le contraindre à l'abdication au profit du parti fasciste des Croix fléchées, avec à sa tête Ferenc Szalasi. Toutefois, la Hongrie n'est plus un allié solide. Les désertions se multiplient dans les rangs de l'armée et fin décembre 1944, la capitale Budapest est encerclée par l'armée rouge. La garnison allemande qui s'y est retranchée se rendra le 13 février 1945. Pour sa part, la Roumanie a d'abord été considérée comme hostile à l'Axe. Et le pays a dû subir, à l'été 1940, un démembrement au profit de l'Union soviétique, de la Hongrie et de la Bulgarie, perdant ainsi 40% de son territoire, tandis que l'Allemagne s'appropriait ses ressources pétrolières. Le roi Carol II, sur le trône depuis 1930, est totalement déconsidéré. Et il a dû nommer le général Ion Antonescu à la tête du gouvernement le 5 septembre 1940. Mais celui-ci, dès le lendemain, organise un coup d'État, forçant le roi à abdiquer en faveur de son fils Michel, alors âgé de 18 ans, et à quitter le pays. Le jeune roi n'est qu'un paravent, tandis qu'Antonescu, qui s'est autoproclamé conducator, met en place un régime fasciste, qualifié d'État national légionnaire, avec l'aide du parti d'extrême droite de la Garde de Fer, et surtout le soutien d'Hitler. Le 22 juin 1941, la Roumanie a participé à l'invasion de l'Union soviétique
pour récupérer la Bessarabie. Mais, comme la Hongrie, le pays a perdu 220 000 hommes à Stalingrad. Et devant l'effondrement de l'armée aux frontières du pays, le roi Michel convoque le 23 août 1944 Antonescu pour exiger la conclusion d'un armistice avec l'Union soviétique. Et devant le refus de ce dernier, il le fait immédiatement arrêter. À 22 heures, le jeune roi s'exprime à la radio pour informer la population que le pays accepte l'armistice proposé par l'URSS. Et il fait libérer les prisonniers politiques, parmi lesquels un certain Nicolae Ceausescu, alors âgé de 26 ans, et qui sera le conducteur du pays de 1965 à 1989. Hitler est furieux de la défection de la Roumanie, mais les contingents allemands sont peu nombreux dans le pays. Et le 25 août 1944, le nouveau gouvernement roumain déclare la guerre à l'Allemagne. Le 30 août, les soviétiques occupent les puits de pétrole de Ploesti et pénètrent le lendemain dans la capitale Bucarest. L'armistice est signé le 12 septembre, au prix pour le pays de la perte de la Bucovine du Nord et de la Bessarabie et d'une indemnité de 300 millions de dollars. La Bulgarie, quant à elle, vit depuis 1935 sous la dictature du tsar Boris III et s'est rapprochée de l'Allemagne, qu'il a aidé le 7 septembre 1940 à récupérer la Dobroudja du Sud aux dépens de la Roumanie. Le pays a ensuite rejoint le 1er mars 1941 les pays de l'Axe, entrant en guerre contre la Yougoslavie et la Grèce pour récupérer la Macédoine. Toutefois, la Bulgarie ne participe pas à l'invasion de l'URSS, n'ayant déclaré la guerre qu'aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. À la suite du décès du tsar le 28 août 1943, le pays, sous la régence du frère du tsar, le prince Cyril de Bulgarie, tente, le 6 août 1944, de se proclamer neutre à l'égard de l'URSS. Mais il est trop tard. Et dès le 5 septembre 1944, c'est l'Union soviétique qui déclare la guerre à la Bulgarie. Le lendemain, c'est un nouveau gouvernement dominé par les communistes qui s'installe au pouvoir et qui déclare la guerre à l'Allemagne le 8 septembre. Un cessez-le-feu est signé avec l'URSS le 11 septembre, amenant la Bulgarie à retirer ses troupes de Grèce et de Yougoslavie. Enfin, devant la dégradation de la situation dans les Balkans, les Allemands commencent à se retirer de Grèce à partir du 10 octobre 1944, tandis qu'en Yougoslavie, le communiste Josip Tito, qui dirige la résistance depuis juin 1941 avec 200 000 partisans, parvient le 20 octobre à chasser les Allemands de la capitale Belgrade. La Yougoslavie sera ainsi parvenue à se libérer seule de l'occupation allemande. Le 21 octobre 1944, c'est le territoire même du Reich qui est envahi pour la première fois par l'armée rouge en Prusse orientale, dans le village de Nemersdorf, aujourd'hui Mayakovskoye, dans l'oblast de Kaliningrad. Après le retrait des soviétiques, la propagande allemande saisit l'occasion pour monter en épingle ce qu'elle appelle le massacre d'Nemersdorf. Aujourd'hui, grâce notamment aux recherches de l'écrivain allemand Bernhard Fisch dans les dernières années du siècle précédent, on estime qu'une vingtaine de civils auraient été tués à Nemersdorf. Le but recherché par Goebbels était de motiver et de mobiliser la population allemande contre les soviétiques en les présentant comme des envahisseurs sans pitié. Mais cette propagande n'a pas eu le but recherché. Et avec l'écroulement du front, plutôt qu'à une mobilisation des populations, on assiste en réalité à une fuite massive vers l'ouest des habitants des régions menacées, dans une atmosphère chaotique. À la fin de l'année 1944, tant à l'ouest qu'à l'est,
C'est désormais le territoire même du Troisième Reich qui est menacé. Et les Alliés peuvent espérer maintenant une fin rapide de la guerre. Mais ils ignorent qu'Hitler n'a pas dit son dernier mot. Ils ne tarderont pas à s'en apercevoir.